Bien, Monsieur le Président, je vous remercie. En fait, il aurait fallu continuer encore. C'est très agréable d'entendre parler de soi. Et ça évite qu'on prenne soi-même la parole. Bon, je le fais avec beaucoup de... Je vous prie d'humilité pour tout ce que je viens d'entendre. J'avais expliqué que j'avais aucune compétence géopolitique. Peut-être même n'ai-je pas beaucoup d'appétence, à vrai dire. Mais que ma sensibilité théorique, surtout ce que vous veniez de dire de moi, c'est plus métapolitique. Mais j'ai vu que le mot métapolitique apparaissait dans le programme. En préalable, pour vous dire ces petites choses que je pourrais raconter dans un instant, et je vais rester dans le temps qui m'a été imparti, c'est que je pense qu'il faut se débarrasser de ce qui est ce que j'appelle notre cerveau reptilien. Je veux dire, ce qu'on a sucé avec, depuis la petite enfance, le lait maternel jusqu'à l'alma mater universitaire, c'est le linéarisme, le mythe du progrès. Moi, ce qui fut ma thèse d'État dans les années 70, c'était, à l'époque, c'était pas original, de faire une critique du mythe du progrès et du progressisme. Encore une fois, ce linéarisme, l'humanité serait partie d'un point A de barbarie, va arriver à un point B, civilisation absolue. N'oublions pas que c'est au XIXe siècle, qui est pour moi le grand siècle de la modernité, que Hegel a formalisé cette idée de philosophie de l'histoire, avec un grand H. Avant, il y avait de l'historiographie, là, il y a la philosophie de l'histoire. Et par après, je crois que d'ailleurs, l'ambiance actuellement de l'intelligentsia, en tout cas en France et aussi ailleurs, reste sur cette mentalité hegeliano-marxiste, fondamentalement. Le progressisme qui reste quand même notre idée de base. À l'époque de cela, si je cite un peu Joseph de Maistre que j'ai rappelé tout à l'heure à propos du métapolitique, je dirais le bon sens et la droite raison réunis nous oblige à observer que sur 2000 ans de temps, qui est notre champ d'observation, il y a des époques. Non pas ce linéarisme, mais des époques. En grec, le mot époque signifie parenthèse. Une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Et pour moi, il est en train de se fermer la parenthèse moderne. Époque qui dure 3-4 siècles. Entre les époques, et c'est de là peut-être qu'il n'y a plus grand-chose à dire, il y a des périodes qui durent quelques décennies. Période crépusculaire, ou d'une certaine manière, on pressent ce qui est en train de s'achever, je dis bien on pressent, et on balbutie sur ce qui est en train de naître. Encore une fois, on n'a pas et on ne peut pas avoir de grand système interprétatif. Jean-François Lyotard l'a bien montré. Eh bien, pour ma part, vous voyez, quand je dis cela, c'est pour montrer qu'il y a de l'impermanence, et il faut accepter, on ne l'accepte pas, et peut-être de la continuité de la vie, décadence et renaissance. Pour dire bref, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Je rappelle que ce qui fut la première phrase écrite dans notre tradition culturelle, Anaximandre de Milet, c'était Genesis kai phtora, phtora kai Genesis. Genèse et déclin, déclin et genèse. Voilà. Pour ma part, c'est ce qui a obsédé tous mes travaux depuis de longues années, en effet. Première banalité. La seconde banalité, c'est que quand il y a cette transmutation épocale, ce que nous vivons actuellement, eh bien, il faut trouver les mots. Les mots les moins faux possibles. Je ne dis pas encore les concepts, comme c'est pire et c'est enfermé. Non, des mots. Vous connaissez la formule, je ne peux que la répéter. Camus, mal nommer les choses, contribue au malheur du monde. Quand Camus a cette formule, il lit La République de Platon, où Platon montre que quand il y a dégénérescence de quelque chose dans la matière de la démocratie, la vraie, eh bien, il y a ce que Platon appelle la fraude aux mots. Je crois qu'actuellement, nous vivons sur cette fraude aux mots. On fait de l'incantation. L'incantation, c'est quand on chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. L'exemple un peu grivois que je donne, c'est qu'on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Nous sommes dans ce cas-là. En quelque sorte, il y a ce décalage. Troisième banalité, eh bien, c'est quand il y a cette transmutation, quand il y a les mots qu'il convient d'indiquer, ben, il y a actuellement, et nous le vivons de diverses manières, un déphasage entre l'élite et le peuple. Ce qui fut d'ailleurs, à l'époque, on a une idée dans sa vie, on n'en a pas 50, la seule idée que j'ai eue, c'est le désaccord ou l'accord, tant bien que mal, qui existe entre le pouvoir et la puissance. Pouvoir institué, puissance instituante. Quand ça marche, ça va bien. Nous sommes à un moment où il y a justement un désaccord entre ceux-là. Et du coup, vous citiez tout à l'heure Hobsbawm, qui a écrit ce livre « L'ère des révolutions ». Moi, pour ma part, je pense que même cette ère des révolutions est achevée, et j'écris un livre qui s'appelle « L'ère des soulèvements ».
C'est-à-dire qu'on va il va y avoir une série de soulèvements en ce sens. Voilà un peu, si vous voulez, le préalable. Avec 3 points de mon exposé, les racines, un diagnostic, l'Europe moderne, un pronostic, l'Europe postmoderne. Alors, les racines. Je me suis amusé à regarder, et je vous prie d'excuser la banalité de mon propos, l'étymologie du mot Europe est une étymologie incertaine. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est Eurus, Ops, la terre large, on voit cette vue, qui est d'ailleurs Pénélope, la belle fille. En même temps, étymologie sémitique, Aruba, la belle femme, et puis une étymologie phénicienne, Ereb, qui est le couchant. Voilà. Pourquoi je dis ça? Je ne suis pas compétent et je ne vais pas aller plus avant. Sinon, pour rendre attentif au fait que l'Europe, dans le fond, est de frontières incertaines, de langues et de mythologie plurielle. Voilà. C'est ça qui me paraît important. Gardons cette idée-là et oublions le reste. Mais c'est à partir de là que s'est constituée, je dirais, moi, une Europe mythologique. Résultat finalement des rêves, et c'est ça ma spécialité de l'imaginaire que j'ai hérité de mon maître Gilbert Durand, des histoires, des mythes millénaires qui ont constitué à bien des égards ce que je viens ici d'indiquer. Et dans le fond, c'était, je vous rends attentif aux mots que je vais employer, une structuration contradictorielle. Ce n'est pas la logique du contraire, dialectique dont on a entendu parler tout à l'heure, qui pour moi est finie. La logique contradictorielle, c'est une logique où le contraire ne se dépasse pas en synthèse. Une des expressions paradigmatiques de cette logique contradictorielle, Stéphane Loupascourt en France, puisqu'il était physicien, Gilbert Durand ainsi que je l'ai dit, et quelques autres, le fondement de cela, c'est au XVe siècle le cardinal Nicolas de Cuse, quand il parle de la coincidentia oppositorum, c'est-à-dire comment il peut y avoir en quelque sorte une coïncidence de choses éminemment opposées, en la matière, pour cette racine, le mélange de civilisations. Je dis civilisation, je ne dis pas culture. Il y a une différence, de mon point de vue, entre la civilisation et la culture. Voilà. À partir de ces racines, qu'est-ce qui s'est passé? Diagnostic. L'Europe actuelle, dans le fond, pour le dire très simplement, c'est l'exportation de l'État-nation. Voilà, d'une certaine manière, et ce qui se passe actuellement en est l'expression. La généalogie année précise, Révolution française, philosophie des Lumières, révolution industrielle, société de consommation. Voilà un peu, je dirais, cette généalogie, aboutissant, le terme, vous l'avez employé tout à l'heure vous-même, chers collègues, c'est un économicisme, qui est uniquement préoccupé, si je prends le mot de Peggy, de la mangeaille, en quelque sorte. Et on voit comment, dans le fond, cet économicisme repose là-dessus. Du coup, les piliers de cette Europe moderne, 4 piliers, moi j'aime toujours repérer un peu ce sur quoi repose une structuration, c'est bien sûr, je l'ai indiqué, le grand rationalisme. Je rappelle que le livre de Weber en est important là-dessus, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons, rationalisation généralisée, aboutissant au fameux désenchantement du monde. On a traduit, d'ailleurs, je le rappelle chaque fois que je le peux, Entzauberung der Welt, désenchantement du monde, alors que le vrai sens aurait été démagification du monde. Zauber, en allemand, c'est le sorcier. Donc, d'une certaine manière, quelque chose de plus fort. Ce désenchantement du monde aboutissant à ce modèle pasteurisé, dans le fond, Pasteur, l'éradication de l'élément perturbateur, ce qui aboutit à un ensemble hygiénisé, l'Europe comme sanatorium généralisé. Dans le fond, on va évacuer en quelque sorte ce qui ne convient pas. Deuxième pilier, l'utilitarisme, bien sûr, dans cette perspective économiciste, les activités humaines doivent être tout simplement utiles. Je rappelle que au Quattrocento, dans Florence la Belle, il y avait Médicis, mais il y avait Michel-Ange et Raphaël. Conjonction, en quelque sorte, d'éléments opposés, contradictoriels, tels que je disais tout à l'heure. Heidegger, poussant jusqu'au bout, réfléchissant d'ailleurs sur l'Europe, dit ustensilarité, c'est-à-dire une conception du monde à la manière des ustensiles de cuisine que je peux manipuler, manœuvrer, c'est-à-dire que j'ai à la main. Voilà en quelque sorte l'utilitarisme, et cela étant la conséquence, la cause et la conséquence reste à voir de cette idéologie du progrès. Moi, c'est ma critique, je l'ai dit tout à l'heure, essentielle, c'est-à-dire ce qui est important, c'est la flèche du temps. Carl Schmitt, Karl Löwit,
ont montré en quelque sorte que cette idéologie du progrès n'était qu'une sécularisation du modèle judéo-chrétien. Le paradis n'est plus céleste, il va être terrestre, mais kiff kiff bourricot. Et cela, bien sûr, renvoie fondamentalement à l'oubli du passé, l'oubli de la tradition, puisque la tradition est obscurantiste. Le Moyen-Âge est obscurantiste par construction. Michelet l'a bien développé. Dernier point de ce pilier, l'individualisme. Là, je rappelle à bien des égards que c'est le pôle central à partir duquel s'est constituée la modernité. Descartes, Luther, Rousseau. On voit bien comment, d'une certaine manière, c'est cet individualisme qui est principium individuationniste, qui fait que l'État-nation est la cellule de base de l'Europe moderne, protégeant, et je pèse ici mes mots, l'individualité de la communauté. En quelque sorte, les 4 piliers. De mon point de vue, et voilà mon pronostic. Retour, alors je dis idéal communautaire, je l'ai proposé quant au titre, en rappelant avant de le développer rapidement, j'ai été inspiré moi, par un sociologue américain, russo-américain, qui s'appelle Sorokin, qui montre que justement il y a des époques rationalistes et des époques sensualistes. Voilà. Cela a été repris d'ailleurs de diverses manières, Nietzsche à sa manière, Walter Pater pour l'art, Mannheim pour la pensée sociologique, etc. Alors je ferme cette parenthèse pour dire que, de mon point de vue, actuellement, pronostic, bien sûr, ce n'est pas quelque chose de sérieux ce que je dis, c'est un pronostic, un peu un rêve de ce qui me paraît être en jeu, au-delà de cette subsidiarité verticale, celle du pouvoir étatique, du pouvoir technocratique, en bref, celle de l'État jacobin exporté, toute chose qui a été exportée en Europe. Pour moi, il y a le retour des diverses communautés territoriales, associatives, communales, corporatives, culturelles, religieuses, etc. Et cela va être conforté par cette petite expression que vous connaissez tous, mais qu'à mon avis, il convient d'y revenir, la sécession plébis. Sécession plébis, la sécession du peuple par rapport ou contre l'Europe moderne. Je rappelle que quand le peuple n'est plus en accord avec le Sénat, dans la Rome antique, il se retire sur l'Aventin. Il y a aussi des analyses dans Le Prince de Machiavel qui montrent qu'à certains moments, il y a une différence entre la pensée de la place publique et la pensée du palais. À mon sens, c'est ce qui est en jeu actuellement, c'est-à-dire face à une Union européenne concédant tout le pouvoir aux banques et aux technocrates, il y a une désaffection structurelle vis-à-vis de l'Europe jacobine. Et c'est là où peut-être cette idée de l'idée impériale, le Saint-Empire romain germanique. C'est bien cela qui est en jeu. Je sais que cela peut prêter à confusion, mais dans le fond, c'est une entité symbolique culturelle. Une mosaïque, dans le sens simple du terme, unissant des territoires, des terroirs, sur la base d'un terme que nous n'avons pas en français, mais que l'école de Palo Alto en Californie a bien développé, la proxémie. Et cette idée de proxémie, c'est région, cité, canton, et tout à l'avenant. Et vous voyez, pour moi, c'est là ce qui fait la différence entre le pouvoir institué et la puissance instituante. Le pouvoir est bien sûr le pouvoir, la puissance instituante amenant ce que j'ai dit il y a un instant, certainement l'ère des soulèvements. Intéressant de voir comment de diverses manières, basques, catalans, corses, alsaciens, bretons, bavarois, pour ceux que je connais, mais on pourrait le multiplier à l'infini, sont tout simplement des affirmations de ce que je viens de dire sur la proxémie. Et en même temps, comment peuvent s'ajuster ces éléments-là? J'ai dit mosaïque, où il peut y avoir une cohésion, alors que chaque pièce de la mosaïque va garder sa structure, sa couleur, sa configuration. C'est ça pour moi l'Europe postmoderne qui est à l'opposé, opposée à l'Europe des nations. Pour le dire simplement, c'est la pulsion communautaire. Et en effet, c'est ce que j'ai développé en mettant l'accent sur cette dimension émotionnelle, le sensualisme que développe Sorokin, le sentiment d'appartenance. Rejoignant la diversité de l'Europe mythique que j'ai indiqué il y a un instant, un peu peut-être la passion, ce que j'appelle moi la passion Erasmus du XVe siècle, Erasme d'une certaine manière, et on voit bien ce qui se passait là en termes d'idées, en termes de débats là-dessus. Voilà ce qui est pour moi, et c'est ma conclusion, le nouveau Moyen-Âge en gestation. J'emprunte ici le terme à Nicolas Berdaïev, bien sûr, c'est lui qui a écrit un livre fameux en la matière. En gros, revenir, et voilà ma distinction, je ne peux pas ici le développer, revenir à la culture
contre la civilisation. Nous n'avons pas ce débat en France, mais la philosophie allemande a montré qu'il y avait une grande différence entre culture et civilisation, et dans le fond, de mon point de vue, c'est la tendance qui est en jeu actuellement. Il y a fin d'une civilisation, c'est clair, et en même temps, on voit des ressurgissements de cette idée de culture, déploiement des langues régionales, et le paradoxe, puisque c'est Goethe qui disait tout moment naissant est paradoxal. Le paradoxe, c'est qu'on voit bien comment ce retour à la culture va trouver l'aide l'adjuvant des réseaux et de la cyberculture. Moi, cette idée m'est venue un jour, un de mes étudiants avait fait une thèse sur la technomusique, il était d'Albi, une technomusique très spécifique de cette petite ville d'Albi, rentrant en connexion avec le même groupe de Bratislava faisant le même type de musique. Et c'est à partir de ce réseau, si vous voulez, qu'il y a ce que j'appelle ici la culture. Albi et Bratislava, pour rendre attentif, en gros, des initiatives locales, pluralistes, et c'est cela, pour moi, l'idée impériale, plutôt que l'État-nation généralisé, c'est-à-dire un lien social fondé sur à la fois la raison et l'affect, la création et le plaisir. Et je rappelle, puisque un de mes maîtres à penser essentiellement c'est Aristote et saint Thomas d'Aquin, que saint Thomas avait cette belle formule « Nihil est in intellecto que non fiut prius in sensu ». Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens, et c'est ce qui me paraît être en jeu dans ce que j'appelle ici la culture, etc. Alors en gros, deux mots. Retenez ces deux mots, s'il y avait deux mots à retenir de mon propos, c'est que ce qui a prévalu dans la modernité, l'État-nation et l'Europe moderne, c'est cette idée d'Auguste Comte, mon compatriote, reductio ad unum. On va réduire à l'unité, l'un de l'individu, l'un de l'État-nation, l'un des grands systèmes interprétatifs. Pour moi, cette unité est finie. Alors qu'il y a un autre terme qui est important, auquel on ne pense pas assez, c'est l'unicité. L'unité est la réduction. L'unicité, c'est l'expansion. L'unicité, c'est une liaison en pointillé de la diversité. C'est le mystère de la Sainte Trinité catholique, c'est-à-dire Dieu en trois personnes, où on voit bien comment, d'une certaine manière, il peut y avoir cette unicité qui ne soit pas une unicité fermée, en quelque sorte, réduite au plus petit dénominateur commun. Et ce qui se passait au Moyen-Âge, l'Église médiévale, les évêchés, les monastères, les abbayes, avaient des relations entre eux, mais pas forcément avec quelque chose qui chapeautait le tout. Voilà, si vous voulez, un peu ce qui me paraît être en jeu actuellement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'étais fasciné ces derniers temps par ce qu'a pu développer au XIIIe siècle Otto de Fressenz sur la translatio imperii, translation d'empire. Mais Otto de Fressenz, je rappelle que quand il y a translatio imperii, il faut qu'il y ait une translatio studii, c'est-à-dire en gros une autre manière de dire, en effet trouver une autre manière de dire cette translation, et pour moi c'est cela qui est en jeu actuellement. Nous sommes en décalage, ou plutôt on ne sait pas assumer et analyser cette translation imperii, et on reste sur des schémas qui sont, encore une fois, des schémas intellectuels à bien des égards dépassés. Alors que, dans le fond, la sagesse populaire qui me paraît importante, j'ai dit Berdaïev, il parle d'un relevé rythmique régulièrement. C'est ça que tout à l'heure j'indiquais, décadence. Maintenant on a peur du mot décadence, on dit antiquité tardive. Mais quand on n'avait pas peur du mot décadence, on savait que décadar, que ceux qui tombent, amenaient à bien des égards, bien évidemment, une renaissance. C'est la palingénésis de Balanche, une plante qui va renaître à partir de ses cendres, c'est la mythologie du phénix. Voilà ce qui me paraît être en jeu actuel.